à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, ce nouveau vlog, malgré les circonstances avec ce nouveau confinement. Donc, que après, on comprend tout à fait vu la situation sanitaire. J'espère que cette situation aura le moins d'impact possible sur vous, sur votre famille et puis sur le pays, voilà, sur nos patients et nos prises en charge. Mais c'est pas le sujet de cette émission. Le sujet, c'est de vous faire un petit compte rendu d'un article, comme d'habitude. Et donc aujourd'hui, l'article que j'ai choisi, c'est un article qui a été publié dans Physical Therapy in Sport en 2019. Et il a été publié par des chercheurs hollandais, majoritairement, avec le chercheur, l'auteur principal qui est Wouter Welling. Et parmi les auteurs, on retrouve Bart Dingenen qui fait un cours à l'agence EBP sur la prise en charge du ligament croisé antérieur, des lésions du ligament croisé antérieur. L'article dont vous voyez le titre ici, on pourrait traduire son titre par un entraînement en renforcement progressif restaure la force des muscles quadriceps et ischio-jambiers en 7 mois après une chirurgie du ligament croisé antérieur chez des joueurs de football hommes et amateurs. Donc ce que j'avais envie de vous dire, c'est déjà les rappels que font les auteurs au niveau d'introduction, que donc la restauration de la force des quadriceps et du quadriceps et des ischio-jambiers du côté opéré était un critère important pour la reprise du sport, et que une symétrie de force entre la jambe opérée et la jambe non opérée avait été associée à une diminution de risque de récidive de lésions du croisé. Et de la même manière, la force du quadriceps, il y a une association qui a été retrouvée entre la force du quadriceps et une bonne fonction rapportée par les patients au niveau du genou et un bon niveau de satisfaction par rapport au traitement. Il y a un autre élément qui met en avant qui est le Limb Symmetry Index, donc l'index de symétrie des membres, donc là en l'occurrence des membres inférieurs. Et en fait, on compare en fait la force du quadriceps opéré, par exemple, des ischio-jambiers du côté opéré, au quadriceps ou aux ischio-jambiers côté non opéré. Donc, si on prend ces forces-là, on va définir un pourcentage de la force du côté opéré par rapport au côté sain. Et donc pour le retour au sport, l'indice qui est a priori requis, le critère, ce serait d'atteindre au moins 90% de la force. Donc j'ai récupéré 90% de la force du côté non opéré dans le côté opéré, c'est un critère de retour au sport. Et par rapport à ce critère-là, en fait, dans des études récentes, eh bien, même après 6 à 9 mois de rééducation, on voyait que la plupart des participants, vraiment une majorité des participants, n'atteignaient pas ce score de 90% au LSI, à cet index. Et donc, du coup, ça a questionné les auteurs sur la qualité des protocoles de renforcement inclus dans les études. Ils se sont penchés sur les critères les plus généralement utilisés par rapport au renforcement, qui sont dans la littérature, on voit souvent ça, qui sont les critères de l'ACSM, donc l'association de médecine du sport, on va dire, aux États-Unis. Et donc ces critères-là, par exemple, pour le renforcement, ce qui est conseillé, c'est de faire des exercices 2 à 3 fois par semaine, et à chaque fois de faire entre 2 et 4 séries, avec des séries qui font entre 8 et 12 répétitions, et avec un pourcentage de force qui correspond entre 60% et 80% de la 1 RM, donc de la charge maximale qu'on peut soulever une fois. Et habituellement, quand on est à cette charge maximale, notre série, en fait, elle se fait jusqu'à l'échec, donc le patient peut en faire au moins 8, mais peut pas en faire plus de 12. C'est un petit peu ça
le point de repère quand on ne peut pas faire une mesure de la 1 RM. Et donc avec 2 à 3 minutes de repos entre chaque série. Et donc ça, c'est les critères de l'AICSM pour faire de l'hypertrophie et de la force musculaire chez les sujets sains. D'autre part, ce qui rappelle, c'est qu'il y a des travaux de recherche précédents qui ont identifié un déficit de force des quadriceps lorsqu'il y avait une intervention type Kenneth Jones qui prenait un transplant au niveau du tendon rotulien et un déficit de force résiduelle au niveau des ischio-jambiers pour tout ce qui était prise de transplant au niveau des tendons des ischio-jambiers type DIDT. Alors là, cette étude-là qu'ils ont conduite, parce que effectivement c'est une étude, l'objectif principal, c'était de comparer la force du quadriceps et des ischio-jambiers de patients opérés du ligament croisé antérieur après une rééducation qui vise vraiment à renforcer et de comparer cette force-là par rapport à la force de sujet contrôle non opéré et d'évaluer aussi la fonction rapportée du genou par les patients au fur et à mesure de la rééducation. Et un des objectifs secondaires, c'était d'essayer de vraiment voir s'ils retrouvaient aussi une différence entre les types de chirurgie, que ce soit une chirurgie par transplant tendon rotulien ou par transplant tendon des ischio-jambiers. Voilà pour l'introduction. Concernant la méthode, alors ce qu'ils ont pu faire, c'est recruter 38 participants qui étaient tous des joueurs de football amateurs, des hommes. Les critères d'inclusion, c'était des hommes entre 18 et 35 ans qui faisaient au moins 4 heures de football par semaine, entraînement et match cumulé, qui avaient une lésion isolée du croisé antérieur et qui s'étaient fait opérer du croisé antérieur sous arthroscopie avec une technique qui utilisait un portail antéromédial. Les critères d'exclusion, c'était parce que c'était le fait qu'ils aient une lésion méniscale ou une lésion cartilagineuse stade 3 et plus associée à leur lésion du croisé avant de se faire opérer, le fait que les patients ne souhaitaient pas reprendre le sport de compétition, et après un critère d'exclusion par rapport au moment où ils passaient des tests, parce que ils ont passé des tests à différents moments dans le protocole, c'était que la douleur du patient soit supérieure à 3 sur 10 ou qu'il y a un œdème important au moment des tests. Alors, donc ils ont pris ces patients-là, ils en ont trouvé 38 comme ça, et après ils ont eu un groupe contrôle qui était 30 joueurs de football qui étaient d'âge correspondant au sujet du groupe étudié et qui n'avaient aucun antécédent de lésion de genou, et c'était que des footballeurs amateurs qui faisaient un minimum d'heures de foot par semaine. Alors voilà, donc ça c'est les critères de recrutement. Ensuite, le protocole de renforcement, donc il était basé sur les recommandations de l'AICSM, que je le fasse plus clairement, American College of Sports Medicine, voilà, le collège américain de médecine du sport, j'ai oublié le mot collège tout à l'heure. Et donc ce protocole de renforcement musculaire était basé sur 4 phases. Alors la première phase débutait 2 semaines après la chirurgie parce que les 2 premières semaines, le patient n'avait pas de séance, il était chez lui et il avait des consignes d'utiliser des cannes, d'observer du repos et de faire des exercices de levée de jambes. Donc la première phase du protocole débutait à 2 semaines et les objectifs c'était restauration d'extension complète, la diminution des douleurs et le réveil du quadriceps. Donc ces séances étaient réalisées au cabinet avec le kinésithérapeute. Et ce qu'on va voir, c'est que tout du long, et notamment dans cette phase-là, la fréquence des séances en moyenne a été de 2,6 par semaine. Voilà, donc les patients venaient entre 2 et 3 fois par semaine au cabinet. Donc ça, c'était la première phase. L'idée des phases, elles n'étaient pas absolument définies dans le temps. C'était plus le fait d'atteindre les critères de fin de première phase qui permettait de passer à la deuxième phase et ainsi de suite pour la troisième et quatrième. Donc une fois que la personne avait rempli les critères de première phase, à la deuxième phase était débutée une phase d'endurance en fait au niveau du renforcement
avec des protocoles de 2 séries de 15 à 25 répétitions, donc, qui représentent des contractions qui sont en dessous de la moitié, en dessous de 50% de la 1RM, toujours avec 2-3 minutes de repos. Donc ça, c'était l'exercice de renforcement, et ils étaient faits sans résistance en chaîne cinétique ouverte. Donc, tous les exercices de chaîne cinétique ouverte, ils ne mettaient pas de résistance avant la 3e phase, et il y avait des exercices après plus généraux, donc de montée de marche, de presse, en plus des exercices d'extension en chaîne cinétique ouverte. La progression de l'intensité d'exercice était faite en fonction de la réponse à 24 heures, donc il ne fallait pas que dans les 24 heures qui suivent l'exercice, les douleurs aient augmenté ou l'œdème se soit amplifié. Et à partir de là, donc, la difficulté, l'intensité, etc., ou les différents paramètres, le nombre de répétitions, etc., étaient augmentés. Ce qu'ils ont retrouvé, c'est que cette phase, en général, durait entre 10 et 14 semaines. Voilà. Et à l'issue de la 2e phase, il y avait une première session de test où étaient évalués les pics de force, etc. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. La 3e phase, l'objectif de la 3e phase, c'était d'obtenir une symétrie au niveau de la force des deux cuisses du patient. Et donc, en plus d'exercices de renforcement, il est rappelé que le patient faisait aussi des exercices d'équilibre, de course à pied, de saut et de réception de saut. Voilà. Mais si on revient à cette histoire de force, donc il y avait toujours des séries de force pour travailler l'endurance. Il y avait à la fois des exercices qui étaient réalisés en unipodal et des exercices réalisés en bipodal, en chaîne ouverte comme en chaîne fermée. Et là, cette fois-ci, il y avait de la résistance qui commençait à être ajoutée, et notamment aussi à la chaîne ouverte. Alors au départ, vraiment pour la chaîne cinétique ouverte, pour le renforcement du quadriceps, ils étaient vraiment prudents, donc toujours avec une résistance proximale, comme vous pourrez le voir sur les images, que je vais vous mettre au fur et à mesure. Et puis au départ, ils démarraient seulement dans des amplitudes entre 90 et 45 degrés. Et petit à petit, dans la progression, ils se rapprochaient du 0 degré, donc de l'extension complète. La consigne pour le patient, pour ces exercices-là, en général, était de faire une phase concentrique plutôt rapide, voire même à un certain moment explosive en fonction du poids, et ensuite une phase excentrique vraiment ralentie, volontairement ralentie. Voilà, donc il y avait tout un tas de variétés d'exercices en chaîne cinétique fermée, donc comme vous pouvez le voir sur les images. Et la seule consigne, c'était que dans tous ces exercices-là, les amplitudes donc en chaîne fermée de flexion de genou ne dépassaient pas 90 degrés. Voilà, donc c'était, on va dire, entre 0 et 90 degrés. En termes de protocole de renforcement, là on commençait à travailler la force. Donc on tombait dans ces histoires de 2 à 4 séries de 8 à 10 répétitions, qui représentaient entre 60 et 80% de la 1RM. Et parfois, le patient avait droit à des séries en pyramide, où la première série était à 14 répétitions, après 12, après 10, après 8, en augmentant la charge. Cette 3e phase, en moyenne, elle durait entre 12 et 14 semaines pour les patients. Donc à la fin de cette 3e phase, il y avait une 2e session de test. Ensuite, venait la 4e phase. La 4e phase, il y avait toujours le même exercice, plus quelques variations, dans l'idée qu'il ne voulait pas que les patients se lassent, et que s'ils voulaient avoir un protocole qui paye, il fallait vraiment que les patients réalisent des exercices, continuent de venir à une fréquence suffisante, etc. Le renforcement les données du renforcement étaient ajustées en fonction du déficit de chaque patient, donc qui avait été mesuré notamment à la 2e session de test, juste avant. Et il y avait toujours des exercices d'équilibre, de course à pied, de réception de saut, etc. Plus là, à ce moment-là, il commençait à y avoir, cette phase comprenait aussi des exercices de rééducation sur le terrain, avec des exercices de retour au sport. Cette 4e phase a duré entre 14 et 16 semaines. Donc voici pour le protocole général et notamment des détails sur le renforcement. Au niveau des mesures de force, donc comme on a dit, il y avait 3 sessions de test, puisqu'il y en avait une aussi à la fin. Donc ça a été réalisé
à 4 mois, à 7 mois et à 10 mois, avec parfois quelques semaines de différence parce que il y avait certains patients qui changeaient de phase 2 semaines plus tard ou plus tôt que d'autres. Donc c'était à peu près 4 mois, 7 mois et 10 mois. Ce qui était évalué, c'était le pic de force sur un appareil d'isocinétisme, le pic de force en force concentrique à 60 degrés par seconde du quadriceps et des ischio-jambiers. En fait, des quadriceps, parce que c'était une évaluation qui était bilatérale. Et les données qui étaient recherchées, c'était à la fois le pic de force rapporté au poids du patient. Donc, pour donner un indice que l'on verra tout à l'heure, où il y a des repères et qui étaient intéressants, et le fameux LSI, l'index de comparaison de pourcentage de force entre membres opérés et membres non opérés. Donc voici pour les mesures qui ont été effectuées. Passons maintenant aux résultats. Donc, pour les résultats, à propos du pic de force, simplement déjà. Eh bien, alors, ce qui était important d'identifier, c'est que les patients, ces sujets opérés, en moyenne, étaient plus lourds que les patients contrôle, ce qui peut avoir une petite influence, mais ça, on va le revoir juste après. Donc, pour les pics de force, à 4 mois, ce qui était retrouvé, c'était que la force des patients était inférieure à la force du membre dominant des sujets contrôle. Donc pour des sujets contrôle non opérés, ce que je n'avais pas précisé, c'est que le membre évalué, c'était le membre dominant, le côté fort avec lequel le joueur frappait dans le ballon. Donc la force en général des patients à 4 mois était inférieure à la force du membre dominant d'une personne non opérée. À 7 mois, il n'y avait pas de différence, il n'y avait plus de différence significative de force entre le quadriceps et l'ischio-jambier, d'où le titre de l'article. Et à 10 mois, ce qu'il retrouvait, c'était que la force des ischio-jambiers des patients était supérieure à la force retrouvée chez les sujets contrôle. Alors ensuite, si on rapporte ça au poids du corps, donc c'est le fameux indice entre le pic de force en newton-mètre divisé par le poids du corps du sujet en kilos. En fait, à 4 et à 7 mois, les quadriceps des patients opérés étaient moins forts sur cet indice-là que les quadriceps des patients contrôle. Et à 10 mois, il n'y avait plus de différence. Pour le dernier indice, le LSI, ce qui était retrouvé, c'était à 10 mois. Donc en fait, 65,8% des patients, donc à peu près 2/3 des patients, avaient un indice qui était supérieur à 90% de la force du quadriceps sain pour le quadriceps, et 76,3%, un peu plus des patients, avaient un LSI supérieur à 90% pour les ischio-jambiers. Donc un petit peu meilleur pour les ischio-jambiers. Et après, si on retrouve cette histoire d'indice, donc l'indice de pic de force divisé par le poids du corps, il y a un espèce de point de repère qui est à 3,0, alors 3 Nm par kilogramme. Après, c'est un indice qui est utilisé dans certains critères de reprise du sport. Et ce qui est retrouvé à 10 mois, c'est que 71,1% des patients étaient supérieurs à cet indice-là, donc au moins l'avaient atteint. Voilà. Donc ce qu'ils avaient identifié, c'est que la force, la fonction, il y avait aussi cet élément de fonction rapportée par les patients. La fonction rapportée par les patients augmentait de manière cliniquement significative et statistiquement significative entre chaque mesure. Entre 4 mois, 7 mois, 10 mois, ça augmentait régulièrement. Et après, pour ce qui est des objectifs secondaires, donc quand ils comparaient la force en fonction du type d'opération, eh bien la force d'ischio-jambier chez les sujets opérés d'un DIDT était toujours inférieure à 4, 7 et 10 mois à la force des ischio-jambiers chez les sujets opérés d'un transport rotulien. Pour les quadriceps, ils ne retrouvaient pas de différence entre les deux chirurgies, sauf que
par rapport à l'index, au LSI du quadriceps, à 7 et à 10 mois, le LSI était meilleur pour, quand on comparait au côté opposé, la pourcentage de force du quadriceps par rapport au quadriceps sain, c'était meilleur pour les sujets opérés d'un transplant ischio-jambier que pour ceux opérés d'un transplant tendon rotulien. Voilà, donc sans doute un petit impact. Si nous passons à la discussion maintenant, eh bien, ils ont retrouvé au final des meilleurs résultats que dans des études qui avaient été publiées précédemment, et notamment ce même groupe de chercheurs avait publié une étude qui s'était intéressée aux mêmes indices, et donc comme ils avaient vu que le niveau de force récupéré par rapport aux critères de retour au sport était vraiment pas suffisant, il y avait trop peu de patients qui atteignaient les critères de retour au sport, et bien c'est là où ils s'étaient penchés sur le fait d'améliorer, comment améliorer leur protocole de renforcement. Et donc ils ont refait une étude avec un protocole de renforcement plus intensif, et effectivement ils se retrouvent avec des résultats qui sont bien meilleurs cette fois-ci. Et alors après, ils vont discuter de certaines recherches récentes qui suggèrent en fait de travailler la force du quadriceps plus rapidement que ce qu'ils ont fait eux dans leur étude. Par exemple avec un début de travail de force avec résistance à 4 semaines après un DIDT par exemple, plutôt que d'attendre autant qu'ils l'ont fait eux. Toute cette deuxième phase où il n'y avait pas de charge additionnelle, enfin même pas de résistance offerte au travail du quadriceps en chaîne ouverte. Ils disent que bon, ben voilà, y a des études qui suggèrent ça, mais que ça nécessite d'être étudié plus précisément. J'avoue que bon, même si c'est pas dans mes habitudes par rapport à ça, parce que c'est pas de la science, mais en pratique, lorsque donc effectivement actuellement je ne prends plus en charge ce type de patient, mais ces dernières années quand je prenais en charge des patients avec des ligamentoplasties dans mon secteur, c'était des DIDT, et effectivement moi j'attendais pas aussi longtemps que pour renforcer le quadriceps en chaîne ouverte et à mettre de la charge. Et effectivement, lorsque les patients passaient, ça reste juste un audit entre guillemets dans ma tête. J'ai pas fait une étude à proprement parler pour valider ce que je suis en train de dire, mais lorsque les patients allaient faire leurs évaluations en isocinétisme au cours du protocole, les personnes qui leur faisaient passer les évaluations et les chirurgiens, ils étaient surpris parce que assez rapidement ils retrouvaient une force symétrique et même parfois une force supérieure. Donc cette tendance à j'ai pas de données à long terme après pour vous justifier quoi que ce soit, j'ai pas assez de cas, etc. Mais en tout cas, je sais que régulièrement des chirurgiens étaient surpris. C'est cette tendance à peut-être être trop prudent, trop timide sur le renforcement. Peut-être ça fait que justement on se retrouve avec des protocoles, on est obligé d'attendre maintenant 9-10 mois pour faire reprendre les joueurs de foot parce qu'ils n'ont pas assez de force. Mais bon, ça c'est juste une pensée personnelle que j'avais envie de partager avec vous. Et après, bien sûr, il faut quand même rester attentif à ces histoires de si on met trop fort, trop tôt, dans certaines amplitudes, à pas mettre en difficulté la qualité de la cicatrisation du transport. Voilà. Donc au niveau des résultats sur l'index, le LSI, donc là il rapporte également que leurs résultats sont supérieurs aux résultats des études précédentes, mais donc c'est là où il rappelle qu'il faut faire attention parce que cet index peut masquer un déficit bilatéral. D'où l'intérêt de mesurer le pic de force et d'avoir ce critère-là, pic de force, divisé par poids du corps, et il retrouve aussi que pour ce critère-là, le résultat est meilleur que notamment leur étude précédente. Donc ils mettent vraiment en avant cette importance de fréquence de rééducation, de volume de travail et d'intensité du renforcement,
et il rappelle cette histoire de motivation du patient pour que la fréquence soit au rendez-vous, que le patient vraiment vienne suffisamment régulièrement, fasse suffisamment régulièrement, et puis qu'ils s'investissent vraiment pour mettre l'intensité requise pour que ça soit efficace. Alors, le fait pour eux de voir que, on revient à cette histoire de durée de rééducation, qu'ils ont constaté une augmentation de la force et aussi de la fonction reportée par le patient entre le 7e et le 10e mois, vraiment pour eux ça questionne ces anciennes habitudes de reprise du sport seulement à 6 mois en se disant ben en fait on n'était pas rendu au bout. Et bon, donc à nouveau sans doute que ça c'est une réflexion personnelle, sans doute que comme il y a des critères de retour au sport, si le patient il a rempli ces critères-là à 6 ou à 7 mois, peut-être que cette question ne se pose pas. Mais effectivement, par contre, si le patient ne les a pas remplis, prolonger la rééducation à 7, 8, 9, 10 mois peut s'avérer nécessaire et peut faire que on ne sera pas forcément en échec à 6 mois à se dire bah voilà, ce ne sera pas possible, mais que si c'est pas possible à 6 mois, ça sera peut-être à 10 mois. Donc autant prolonger si vraiment c'est la volonté du patient de reprendre son sport. Donc ils ont retrouvé. Alors, voilà, mais ils se sont aussi posé la question parce que malgré des meilleurs chiffres que les chiffres précédents, ils se retrouvaient quand même à 10 mois avec un tiers des patients qui n'avaient pas récupéré 90% de la force du côté opposé sur le LSI et 30% des patients qui n'avaient pas atteint ce critère de 3 Nm par kilogramme. Et donc, du coup, ils se posaient la question de, pour ces patients-là aussi, poursuivre au-delà de 10 mois pour atteindre ces critères et après reprendre le sport. Donc ça, c'était surtout axé sur la force. Après, ce qui est en lien avec la fonction, donc à nouveau, ils ont retrouvé vraiment que la fonction rapportée par des patients augmentait entre chaque test et à nouveau entre 7 et 10 mois. Et que il y avait pour pas mal de patients les scores requis par rapport à des critères de retour au sport étaient atteints seulement à 10 mois. Et ça, ils le mettent en avant parce que il y a des études où ils avaient identifié que ce score-là ne s'améliorait pas au cours de la prise en charge. Donc le fait d'avoir ajouté ce type de renforcement-là, pour eux, c'est sans doute un des critères qui fait que il y a eu une meilleure progression cette fois-ci. Après, voilà, tout ce qui est donc, comparaison de la chirurgie par transplant tendon rotulien ou par transplant tendon des ischio-jambiers, eh bien, voilà, ce qu'ils retrouvent également, c'est que un patient qui a été opéré d'un DIDT aura des ischios qui resteront plus faibles qu'un patient opéré au niveau du quadriceps, et vice versa, en fait, qu'au niveau du quadriceps, les patients, pas toujours, en général, seront plus faibles au niveau du quadriceps s'ils ont été opérés par une technique avec un transplant au tendon rotulien. Par exemple, à 10 mois, pour le quadriceps, l'index entre les deux membres inférieurs, le LSI, eh bien, il y avait pour les patients opérés de DIDT, 83% de ces patients arrivaient à dépasser les 90% de force côté opéré par rapport au côté sain, contre seulement 36% des patients opérés d'une opération type Kenneth Jones ou autre au tendon rotulien. Donc il y avait quand même une vraie différence. Donc ensuite, bah, pour finir, ils vont rapporter le fait que bah, dans les limitations de l'étude, la population étudiée, donc c'était des footballeurs amateurs, et donc c'était des hommes, et que c'était pas forcément généralisable à des populations différentes, donc il fallait être prudent pour généraliser ces données-là. Et aussi que comme les patients ne faisaient pas que du renforcement, qu'ils ont aussi fait tout un tas d'autres exercices, eh bien ils ne peuvent pas attribuer toutes ces améliorations-là que aux exercices de renforcement. Ce qu'ils mettent en avant aussi, c'est le fait que par rapport au nombre de séances supervisées que le patient pouvait avoir, donc en moyenne sur l'étude, c'était entre 2 et 3 séances par semaine, donc pendant 10 mois. Il disait qu'en fonction des pays, par exemple, c'était des prises en charge qui étaient réalistes ou pas.
ce que je vous propose de retenir de cette étude, donc c'est cette importance du renforcement musculaire lors des prises en charge des patients en post-opératoire. Donc ça, c'est pas nouveau, ça vous le savez. Juste vraiment du vrai renforcement, d'aller vraiment taper fort là-dedans. Et alors après, par rapport à des habitudes de pratique, c'est vrai que bon, ben, nous, on a un certain nombre de séances qui sont attribuées après une opération du croisé. Une astuce pratique que je partage avec vous et que vous pouvez vous en ferez ce que vous voulez, c'est que vraiment dans la première phase, dans le premier mois facilement, voire premier mois et demi, tous les exercices que le patient peut faire ne nécessitent pas des grosses charges, du gros matériel. Et donc du coup, moi habituellement, ce que je faisais, c'est que les patients, je les voyais assez facilement une à deux fois, mais même parfois juste une fois par semaine au début. Et par contre, ils avaient des exercices à faire chez eux. Donc, tout ce qui est phase de récupération d'amplitude, réveil du quadriceps, etc. Comme c'est une phase où ils ne peuvent pas faire grand-chose, d'autres, eh ben, ils n'hésitaient pas à faire des séries d'exercices 3, 4, 5 fois dans la journée, des choses très courtes. Et donc ça, c'était assez efficace pour réveiller le quadriceps, ne pas alimenter les douleurs, ne pas alimenter l'œdème, etc. Et donc aller voir même une fois par semaine, de leur donner des guides dans la progression des exercices, faisait que j'économisais pas mal de séances et qu'au moment où je me retrouvais à devoir les voir au cabinet parce que vraiment, comme il le montre dans l'étude, pour vraiment renforcer un quadriceps en isolation, enfin un quadriceps des disques jambiers, les exercices en isolation en chaîne ouverte semblent quand même vraiment importants. Et par exemple, il y a des personnes qui ont montré que sur des problèmes de tendinopathie rotulienne, des patients qui avaient fait de la rééducation sans faire de travail en isolation du quadriceps, mais qui n'avaient fait que du travail en presse, donc de triple extension, on va dire, et même unipodale. En fait, lorsqu'on arrivait à normaliser la force de l'exercice en presse par rapport au côté contralatéral, même pour des sujets qui avaient la même force, donc sur la presse, avec un pied, ils faisaient les mêmes séries, ils levaient le même poids des deux côtés, côté sain, côté atteint. Et bien, quand ces gens-là, on les mettait sur un exercice en isolation du quadriceps, type chaise à quadriceps, ils retrouvaient des déficits qui étaient énormes. Et donc en fait, le corps arrivait à se débrouiller, à renforcer, à surrenforcer les ischio, les fessiers, les autres muscles qui participaient au mouvement, et à ne pas taper dans cette faiblesse du quadriceps. Donc effectivement, pour ces patients-là, autant comme la plupart d'entre vous le savent, j'ai une pratique moi où mes patients ils font des exercices au cabinet, à domicile et très peu au cabinet. Je me débrouille pour ils puissent faire chez eux et qu'ils n'aient pas besoin de venir au cabinet. Autant sur des problèmes de genoux par exemple, enfin sur des situations qui nécessitent de renforcer du quadriceps, même les ischio-jambiers, alors il peut y avoir d'autres adaptations sur les ischio-jambiers, mais surtout pour les quadriceps, j'ai jamais réussi à me passer de renforcement de chaise à quad. Et, voilà, je pense que cette étude-là, elle va un petit peu dans ce sens-là. En tout cas, elle confirme mes biais. et, après, voilà, pas hésiter à vraiment les faire travailler et faire du renforcement. À un moment donné, ce qu'on va faire à nos patients là, c'est de la musculation. D'autant plus si c'est des patients qui veulent reprendre le sport. Alors après, bien entendu, là, l'accent dans cette étude est mis que sur un point qui semble faire défaut assez souvent. On renforce pas assez fort nos patients et sans doute pas assez longtemps. Mais bien entendu qu'il y a tous les autres exercices que vous connaissez, toutes les autres techniques que vous connaissez, le fait chez certains patients de vraiment être attentif à des déficits de force au niveau hanche, au niveau pied et muscles de la jambe. En dessous, au-dessus, hein, il n'y a pas que la cuisse qui va rentrer en jeu, mais ça vous le savez déjà. Voilà, donc j'avais juste envie de partager avec vous les données de cette étude-là. J'espère que ça aura trouvé un intérêt pour vous. J'espère que donc, cette deuxième période de confinement va se passer au mieux pour vous. A priori,
du moins pour le moment, on a le droit de continuer à travailler, à voir nos patients, etc. Donc en espérant que ça a un impact notamment économique moins fort pour nous, et puis aussi par rapport à la prise en charge de nos patients qui se retrouvent retardés, reportés, etc. Et des chirurgies comme ça vont sans doute être repoussées. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour peut-être une prochaine vidéo, peut-être un podcast ou autre chose. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour que je puisse améliorer ce que je vous propose. Et puis je vous dis donc à bientôt pour un prochain contenu. Merci.